36 millions de personnes dans le monde ont déjà fait et étudié leurs chromosomes, ont déjà demandé des tests ADN. Il y a près de 100 000 personnes en France qui ont acheté ces tests et pourtant ce n'est pas légal. Vous risquez même une amende. Mais de plus en plus de Français ont envie de connaître leurs origines, voire plus. Faut-il légaliser ces tests ADN privés en France? On en parle avec le professeur Emmanuel Hirsch. Bonjour. Vous êtes professeur d'éthique médicale et directeur de recherche en éthique à la faculté de médecine de Paris-Sud. Et Nathalie Jovanovic-Floricourt, vous êtes présidente de l'association DNA Pass et auteur du livre L'ADN, un outil généalogique qui est paru aux éditions Archives et Culture. Vous avez tous les deux signé une tribune. Emmanuel Hirsch, c'était une tribune dans Le Monde contre la légalisation de ces tests ADN en accès libre. Et Nathalie Jovanovic-Floricourt, vous plaidez pour la légalisation de ces tests qui, selon vous, peuvent être des tests qui permettent de retrouver sa filiation et les origines. Alors peut-être que je vais commencer avec vous, Emmanuel Hirsch, sur ce que sont ces tests et ce qu'est l'ADN, ce que ça nous permet de savoir. D'abord, merci Valérie Expert de cette belle invitation. Et puis, je suis content de rencontrer une spécialiste de l'hérédité, en fin de compte, puisque la finalité de ces tests, c'est la recherche d'identité. Alors que beaucoup de personnes aujourd'hui, aux États-Unis, ils sont, je crois, 10 millions, aspirent à bénéficier de tests génétiques pour savoir s'ils seront ou pas exposés à un risque de maladie. Ouais, c'est ça. Et dans les risques de maladie, c'est le cancer, la maladie d'Alzheimer. Alors dans le contexte médical français, ces tests relèvent d'une indication médicale, c'est-à-dire il y a toute une précaution à la fois dans l'information en amont, puis ensuite dans le rendu des résultats. Et le côté approximatif des résultats fait que certains ont des résultats où ils ont le sentiment qu'ils sont rassurés et d'autres, au contraire, où ils sont exposés véritablement à la menace de la maladie. Maladie d'ailleurs qui concerne individuellement, mais aussi qui concerne des tiers. C'est pour ça que le législateur, en matière de bioéthique, a été depuis toujours très rétif à toute extension. Mais malheureusement, ou heureusement pour certains, puisqu'on voit aujourd'hui dans la revendication des personnes qui cherchent leurs origines, que l'accès immédiat par Internet, il suffit de payer aux alentours de 280 €. Oui, voilà, c'est beaucoup moins cher aujourd'hui. Oui, non, mais il y en a des moins chers, mais ça dépend aussi de ce qu'on demande comme type de résultat. C'est entre 50 et, disons, 180 €. Et il y a des résultats qui sont assez approximatifs. Alors, encore une fois, il y a la question de fond, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une recherche médicale ? La génétique peut aussi susciter, on le sait très très bien, des discriminations, donc c'est quelque chose de très intime. Et la relation médecin-malade, surtout pour des maladies à pronostic incertain, comme celles qui sont révélées éventuellement par ces tests, justifie beaucoup de prudence. Voilà sur le principe. Ensuite, on pourra discuter sur le fond. Parce qu'aujourd'hui, ces tests proposent plusieurs choses, c'est-à-dire remonter grâce à votre ADN, à vos origines, de quelle région. Il suffit de prendre un peu de salive. Qui sont vos ancêtres, mais certains tests proposent également de vous informer sur des choses plus ou moins... Il y a des appariements, il y a des appariements, puisque effectivement, et je termine sur un point important, lorsqu'on regarde des sites aujourd'hui qui proposent, c'est des industriels, c'est Google, à travers 23andMe. Mais ce qui est quand même à dire aux auditeurs de Sud Radio, puisqu'on doit parler vrai à Sud Radio, c'est que les industriels de la pharmacie ont investi dans ces entreprises. GSK, par exemple, a investi 300 millions d'euros. Non, mais c'est un point important. Et a un recours sur investissement, puisque des données qui sont produites justement par l'ADN qu'on envoie, qui sont difficilement d'ailleurs anonymisables, quand on parle des RGPD, ça pose un certain nombre de questions de confidentialité. Et alors il y a un intérêt peut-être direct. Voilà. Et il y a un intérêt pour les labos pharmaceutiques. Il y a plus qu'un intérêt, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la richesse, c'est pas le pétrole, ce sont les données. Les données médicales, vous voyez à quel point. Et là, vous êtes en train d'envoyer, en fait, un nombre de données considérable et très importante sur vous à des sociétés dont vous ne savez pas ce qu'elles vont en faire. Alors, je vais vous donner la parole à vous, Nathalie Jovanovic-Floricourt. Ces tests ADN, pourquoi est-ce que vous estimez, vous, qu'aujourd'hui, en France, ils doivent être légalisés ? Alors, je voudrais déjà faire une précision importante, parce qu'il y a justement un amalgame entre données génétiques médicales et données génétiques héréditaires. Et effectivement, quand on analyse l'ADN, on a des informations brutes qui vont être une succession de lettres qui correspondent aux protéines, à TCG. Et c'est totalement illisible. Il faut passer par un programme informatique pour pouvoir décoder ces millions d'informations afin de pouvoir en extirper soit des données ethniques, des données de correspondance ADN avec des liens familiaux, soit des données médicales. Mais ce sont deux choses différentes.
C'est assez confus quand on regarde un petit peu les sites de ces... Non, c'est comme si vous donnez l'accès à votre maison à un plombier. Voilà, vous donnez l'autorisation au plombier d'aller réparer votre plomberie parce qu'il y a un problème. Vous ne lui donnez pas l'autorisation d'aller voir dans vos papiers, dans votre ordinateur, ce qui serait du domaine du privé médical. Vous ne pensez pas qu'il vous demande l'autorisation? Il ne demande pas l'autorisation, c'est ça. Vous envoyez l'ADN après. Si on donne un mandat très clair et précis à ces laboratoires... Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Mais c'est pour ça que je demande justement à ce que ce soit légalisé en France. Parce que dans la mesure où, quand ça sera légalisé en France, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 100 000 Français par an. Par an qui envoient leurs données. Donc les tests génétiques héréditaires existent depuis l'an 2000. On peut estimer facilement à 1,5 million de Français aujourd'hui qui ont envoyé leurs données à l'étranger. Et donc, dans la mesure où ce sont effectivement des sociétés étrangères qui ne sont pas soumises à la loi française, puisque c'est interdit en France, il n'y a aucun contrôle, aucune vérification de ces données. Maintenant, on ne peut que leur faire confiance en sachant qu'il y a 4 laboratoires principaux aujourd'hui, 3 américains et 1 israélien. Il ne faut pas parler de laboratoire, il faut parler d'industriels, des GAFAM. C'est des gens, effectivement, qui exploitent nos données. Alors, vous avez au niveau européen le règlement général des protections des données, qui est un règlement important. Vous avez la CNIL qui a été très attentif à toutes ces questions. Et on est dans un contexte de dérégulation. Alors, encore une fois, d'ailleurs, on a parlé, je sais que le terme ne vous plaît pas, de tests rétroactifs par rapport à ce que seraient des tests génétiques. Encore une fois, les conséquences, c'est bien de voir la finalité très précise que vous défendez. Mais les conséquences sont une vulnérabilité parfaite, puisque vous pouvez d'ailleurs envoyer à l'insu de la personne de l'ADN, donc avoir des informations sur un tiers qui n'est pas informé. Et encore une fois, les données génétiques, et j'incite les auditeurs à Sud Radio à regarder le projet de loi de bioéthique. Il faut être très attentif à ces questions qui sont des questions sensibles. À telle enseigne que le législateur a refusé ce qui aurait pu être pour certains généticiens importants, le test préconceptionnel pour des familles qui sont à risque d'être confrontées à des problèmes de maladies génétiques. 20 000 enfants naissent chaque année avec une maladie qui a cette origine, pour prendre cet exemple précis. Donc encore une fois, il faut trouver le juste équilibre. Et dans un contexte de dérégulation, de marchandisation, ne soyez pas naïfs. Vous avez le laboratoire Pfizer qui a exploité déjà les données de 23andMe. Vous avez GSK qui est partenaire. Vous avez les grands laboratoires comme Roche, et toujours pour de bonnes intentions. Ils exploitent les données, par exemple, pour évoluer dans la connaissance. Par exemple, ils en font quoi? Ils en font quoi de ces données? Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les laboratoires qui étudient ces données, il y a aussi tous les instituts de recherche français, que ce soit l'Institut Curie, que ce soit les universités, qui font appel effectivement à ces données génétiques, notamment chez un des grands laboratoires, qui est 23andMe, qui effectivement a une particularité, qui est aussi d'étudier les données génétiques. Mais ils étudient les données génétiques dans un cadre très précis. C'est-à-dire, avec l'autorisation, mon autorisation, j'ai fait un test chez eux. Non, pas 23andMe. 23andMe, qui est le laboratoire qui, effectivement, fait à la fois des analyses d'ancestralité, de généalogie génétique, et à la fois des tests médicaux. Maintenant, j'ai donné mon autorisation, comme 80% des personnes qui ont fait les tests, afin que ces données puissent effectivement éventuellement être revendu à des laboratoires afin de recherche médicale. Pourquoi est-ce que j'ai donné cet accord? Parce que la loi américaine me protège dans la mesure où c'est anonymisé, et les Américains sont bien ne soyez plus... pas naïfs. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez des règles. Ne soyez pas d'une naïveté qui ferait vraiment qui me fait de la peine. Non, parce que aujourd'hui en France, les Américains craignent plus que nous. Il faut rappeler le contexte. Les Américains sont soumis à un système de santé privé. Ce qui veut dire que les assureurs peuvent accéder. Que si les assureurs accédaient à ces données génétiques avec les risques génétiques, les Américains auraient bien plus à perdre que nous, qui sommes couverts par la sécurité sociale. Parce que nous, même s'il y a un problème génétique, la sécurité sociale nous couvrira de tout temps. Donc les Américains sont bien plus soucieux. Ne soyez pas d'une naïveté. Non, mais on ne va pas débattre sur ce sujet. Si Valérie veut nous inviter une autre fois à parler des RGPD, les Américains commencent à poser la question, est-ce que les RGPD, c'est-à-dire ce qu'on a mis en place au niveau européen dans la protection des données, ne devraient pas être transposés dans un système qui est totalement libéral et qui est totalement, vous le savez très très bien, dérégulé. Donc ce qui est important, c'est ce que vous avez dit. Il faudrait que ce soit ce qui est important, c'est ce que vous avez dit sur l'exploitation des données de 23andMe par aujourd'hui des scientifiques français. Aujourd'hui, vous avez des entrepôts de données
Aujourd'hui, par exemple, l'assistance publique hôpitaux de Paris a la possibilité, avec le consentement express et éclairé de la personne, de réunir des données. C'est un filage extrêmement précis, puisque si on l'utilise, c'est à une fin précise, et si on veut l'utiliser à une autre fin, on doit redemander à la personne son autorisation. Donc c'est strictement encadré. On a un encadrement en France, bioéthique, que certains pays nous envient. Et donc, je ne suis pas en train de contester votre démarche. Encore une fois, je vous ai dit off que ma femme, qui a perdu une partie de sa famille en déportation, a appris il y a quelques semaines par quelqu'un qui fait aussi le travail de généalogie, qu'elle avait de la famille aux États-Unis. C'est-à-dire, je ne suis pas a priori, et c'est une aventure humaine, enfin, je veux dire, tout à fait singulière. Je ne suis donc pas a priori contre cette démarche. La vraie question, c'est la question de l'appariement. C'est-à-dire, c'est quoi l'appariement ? On apparie des données. On apparie. Donc pour savoir si quelques personnes ont des origines communes, on va prendre des données, donc on va les mixer, les matcher, pour arriver à voir les correspondances. Et le grand problème, c'est que il y a une non-limitation ensuite de l'exploitation, on le sait très très bien, de ces données. Il n'y a aucune régulation. Ça ne se fait pas dans la transparence, et c'est des enjeux marchands. Encore une fois, c'est ça le grand risque en fait aujourd'hui. Mais ce qui me frappe, c'est que madame, qui est compétente dans ce domaine, n'est pas avertie du fait qu'on sait aujourd'hui les enjeux financiers, aujourd'hui, pour aussi bien les Chinois que les Américains, de posséder des données, et des données à notre insu, et des données, que vous le vouliez ou pas, qui ne sont pas anonymisables. C'est-à-dire, il y a toujours une possibilité on va savoir on va savoir ce que contient mon ADN, mais c'est évident. Vous envoyez votre email, j'allais dire. En plus, il y a un questionnaire extrêmement précis et quelquefois intrusif, parce qu'il n'y a pas uniquement l'ADN, on vous pose un certain nombre de questions. Et juste un dernier point d'information. Quand on sait la complexité des mutations en matière de génétique, donc vous avez par exemple l'organisation américaine qui régule tout ça, qui s'appelle la FDA, qui a autorisé pour le BRCA, BRCA2 pour le cancer du sein. Et donc il y a un certain nombre d'indicateurs qui permettent à la personne de savoir si elle est exposée ou pas à ce risque. Comme Angelina mais Jolie complexité, avec ce cancer, mais la complexité des mutations fait qu'encore une fois, c'est une intervention qui doit être extrêmement spécifique. Et la plupart des généticiens un peu compétents savent que ces données sont des données très aléatoires. Donc c'est de la fausse réassurance ou de la grande inquiétude. Et puis on peut s'interroger sur est-ce qu'on a envie de tout savoir sur sa destinée biologique, sur sa destinée génétique. C'est des questions philosophiques qui méritent d'être posées. Et de fiabilité aussi. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. 0826 300 300. Si vous avez des questions sur ces tests génétiques, est-ce que vous êtes tenté ? On en parle avec vous. Avec vous sur Sud Radio, on parle de ces tests ADN privés. Vous savez, ces kits qu'on peut acheter pour une centaine d'euros, qui sont proposés par des laboratoires étrangers, américains et israéliens. Alors, est-ce qu'il faut les légaliser en France ? C'est interdit pour l'instant en France. La pratique est sanctionné d'une amende de 3 750 €. Bon, on voit pas bien comment ça peut être appliqué pour le moment. Moi, ma question, c'était est-ce que c'est fiable ? Est-ce que ces tests sont fiables ? Il y a le magazine Capital qui a fait tester trois de ces sociétés à une de ces journalistes. Et là, il y a des choses étranges. Laure, donc, qui est née en Europe de l'Ouest, MyHeritage attribue une part à 50% aux Balkans contre 25% seulement chez 23andMe. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous apprend, ces tests ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que ce sont comme toute société commerciale, il y en a des bons et des moins bons. MyHeritage s'est lancé sur les tests génétiques depuis 2 ans. Donc ils sont tout nouveaux, ils ont 42 origines ethniques dans leur panel, tandis que 23andMe c'est depuis 2002 si je ne me trompe pas, qu'ils sont sur les tests génétiques. Ils ont un panel de plus de 13 000 échantillons, donc ils sont plus précis et ça s'améliore considérablement et régulièrement. Donc sur l'aspect ethnique, on peut dire que c'est fiable entre 60 et 70-80%. Ancestry DNA, par exemple, qui est uniquement disponible aux États-Unis, a plus de 500 origines ethniques différentes et il va entrer davantage dans le détail de ces panels. Ça dépend. C'est la concurrence avec des bons et des mauvais. Mais ça vous donne quoi marchands. Comme information, ces recherches d'ADN ? Pourquoi il y a un tel engouement là-dessus ? Parce qu'on apprend toujours, c'est dans cet article, on vous donne des choses sur la probabilité que vous transpiriez des mains, enfin des choses qui sont un petit peu fantaisistes. Pour cet aspect-là, je rejoins le terme de récréatif. Parce qu'effectivement, sur les aspects de ce qu'on appelle well-being, wellness, du bien-être, il peut y avoir des tests génétiques pour savoir si vous allez effectivement transpirer des mains, si vous êtes plus un sportif d'endurance ou de vitesse. Et là, effectivement, je rejoins Monsieur Hirsch, c'est du récréatif, ça n'a pas d'intérêt. Forcément, c'est une offre commerciale pour les gens qui se posent des questions et qui ont envie de trouver éventuellement dans l'aspect génétique des réponses. Où est la limite ? Mais justement, c'est au législateur de donner ses limites. La législation française aujourd'hui interdit
que des tests génétiques médicaux soient effectués en dehors d'un cadre médical sécurisé, c'est-à-dire... donc on a ce qu'il faut. Donc on a ce qu'il faut. Non, puisque tout le monde peut par Internet accéder de manière libre à ces données. Derrière la question que vous posez, Valérie Expert, il y a pour certaines personnes une revendication de contrôler, de maîtriser. Et vous voyez, par rapport à 23andMe, par rapport aux questions de santé, ce qui est intéressant pour 23andMe, c'est surtout les données de santé. Qui ont une valeur capitale en termes d'exploitation et pour les laboratoires aussi, pour trouver de nouvelles molécules. Donc on est sur des millions de données et des milliards ensuite des données qui sont apportées et des milliards de données. Et donc ce qui est important pour certaines personnes, c'est de dire si demain je suis atteint d'une maladie d'Alzheimer, j'ai besoin de le savoir. Si d'autres personnes dans ma famille on a besoin de le savoir pour s'y préparer, voir éventuellement est-ce qu'on pourra bénéficier ou pas de prévention. Donc aujourd'hui, la société du contrôle, la société de la maîtrise, une certaine forme aussi d'individualisme sont au rendez-vous avec ce que la science et surtout le commerce, parce que c'est très commercial. Tous les généticiens un peu spécialisés dans toutes ces questions disent que les données ne sont pas fiables, c'est-à-dire les résultats ne sont pas fiables. Et vous savez, recevoir sur votre Internet 15 jours après avoir envoyé votre ADN le résultat suivant, vous avez statistiquement très de probabilité de développer tel et tel type de maladie. Et c'est pas pour des maladies anodines, c'est des maladies déterminantes. Qu'est-ce que vous faites de cette information ? Et la première chose que vous allez faire, si vous êtes un peu sérieux, c'est aller voir un médecin pour avoir confirmation, affirmation, pour avoir un accompagnement. Mais quand vous êtes seul et que vous recevez ce type d'information, qui est une information brusque, violente, c'est toute la question du counseling, de l'accompagnement, des conseils génétiques. Donc on sait à quel point des personnes sensibles, si vous avez été exposé dans votre famille à des antécédents de maladies redoutables et vous avez besoin de savoir si oui ou non. Vous posez aussi une question qui a l'air de rien d'avoir, enfin, qui peut ne pas avoir à voir avec votre sujet de l'hérédité. Mais vous savez, certaines personnes, par exemple, qui ont eu une sœur, une mère morte d'une maladie et qui, elles, ne sont pas porteurs du gène, se posent la question, est-ce qu'elle fait vraiment ou pas partie de la famille ? Vous voyez, toutes ces questions qui sont des questions de l'intimité, c'est pourquoi dans la législation française, des raisons judiciaires donc très très précises ou médicales peuvent justifier le test génétique. C'est cet encadrement. Je ne remets pas du tout en cause l'encadrement des tests génétiques médicaux et judiciaires qui sont tout à fait légitimes et qui se comprennent. Et je tenais à préciser que moi, mon premier test génétique que j'ai fait en 2008, c'était en fait justement pour des raisons médicales. Et parce que je n'avais pas de réponse dans le système médical français, malheureusement. Donc, j'espère que le plan France Génomique Médecine 2025 répondra à ça. Mais sur l'ancestralité, qui est la recherche des origines, ce n'est pas justement uniquement de retrouver ses origines ethniques par un test génétique, mais c'est aussi et surtout de retrouver ses cousins génétiques, de retracer son arbre généalogique. Et dans ce cadre-là, il y a un autre droit qui s'oppose, qui est le droit aux origines, qui a été reconnu depuis 2002 en France, qui est et qui est reconnu au niveau international, qui est le fait aussi, ça pose un certain nombre de problèmes quand même. Chaque individu a le droit de connaître ses origines. Ce qui peut sembler naturel pour certains, parce qu'on connaît ses parents, on connaît ses grands-parents, même si on n'a pas une information plus détaillée, on sait à quoi ils ressemblent physiquement. Pour certains qui sont nés de dons de gamètes, de par PMA, qui sont adoptés, qui sont nés sous X, ou qui ne connaissent pas un père naturel, un certain nombre de questions ou qui ne connaissent pas un grand-père naturel. Mais la question éthique, c'est quoi ? C'est de savoir, est-ce que j'ai le droit, moi, en tant qu'individu, de connaître qui sont mes liens biologiques, mes parents biologiques. Pourquoi est-ce que ça devrait être interdit ? Non, mais c'est pas interdit, puisque dans le projet de loi qui vient d'être voté en première lecture à l'Assemblée nationale, l'accès aux origines, avec des conditions qui ne sont pas restrictives, à 18 ans, sans l'accord... Pour les prochains. Non, mais pour les prochains. Pour le passé, malheureusement, c'est pas le cas. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dit que une information assez large sera faite pour les personnes effectivement qui ne relèvent pas de ce régime et qui auront la possibilité, si elles le souhaitent, effectivement, de déclarer que l'enfant né à travers leur gamète peut accéder à ses origines. Alors, encore une fois, c'est une évolution et c'est pas qu'une évolution éthique,
c'est parce qu'aujourd'hui, la science, la technologie, les big data, les algorithmes le permettent. La vraie question, c'est on peut envisager certaines évolutions. Mais dans le domaine de la génétique, de la maladie grave, je pense qu'on reste dans un cadre médical indispensable. Ouais. Et il faut être aussi précautionneux vis-à-vis de personnes en situation de vulnérabilité et de détresse humaine. C'est pour ça qu'il y a un encadrement. Ouais. Mais encore une fois, ensuite, chacun fait selon sa conscience. Est-ce qu'on a le temps de prendre Pierre, notre auditeur, qui a fait un test? Bonjour Pierre. Bonjour. Écoutez, le hasard fait que mes enfants m'ont payé le test là, justement pour mon anniversaire, et je l'ai reçu très récemment. Donc moi je trouve ça très très intéressant, sachant que dans ma famille par exemple, ma grand-mère m'expliquait que depuis des années, on est d'origine italienne et qu'on avait peut-être des origines du Moyen-Orient. Et bon, sachant qu'on n'a personne de juif dans la famille, j'ai dit pourquoi pas faire le test. Et c'est vrai que lorsque j'ai reçu le résultat, j'ai vu que j'étais à 4,5 originaire donc du Moyen-Orient. Et donc il m'était juif Ashkénaz, Ashkénaz, pardon. Et donc du coup c'était quand même relativement intéressant puisque ma grand-mère, qui est quand même toujours vivante et qui a 105 ans, avait donc raison de m'expliquer ceci. Et c'est vrai que jusqu'alors, c'était des questions que l'on pouvait se poser et qui étaient forcément des questions restées inexpliquées, quoi. Voilà. Et je crois que derrière, après, il y a en plus dans ce test... on a perdu Pierre, Oui, non, on a perdu... Oui, Pierre. Oui, je dis, vous m'entendez? Oui, allez-y. Voilà. Je disais juste que donc du coup, dans ces résultats, on vous envoie aussi des noms, alors uniquement les prénoms de gens qui se rapprochent de votre ADN et que vous pouvez éventuellement contacter. Alors, voilà. Ouais. Et donc après bien sûr on choisit de les contacter ou pas, bien sûr, puisqu'après il faut repayer, puisque là évidemment c'est très financier. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Vous avez trouvé ça intéressant. On a bien entendu Emmanuel Hirsch, les enfants ont offert ça pour l'anniversaire. C'est un cadeau de Noël qui sera à mon avis tout à fait précieux pour beaucoup dans quelques semaines. Juste un point, on a parlé là de l'hérédité, recherche de son identité, de son histoire, de ses racines. Ça, j'arrive à le comprendre. On n'a pas évoqué la question d'accéder à des données génétiques incertaines et qui, d'une manière probabiliste, nous indiqueront qu'on, dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, on développera telle maladie incurable. Donc, encore une fois, ce que vous nous avez dit, c'est qu'on ne sait pas ce que vont devenir, ce que devient cet ADN que vous avez envoyé. Pour moi, c'est pas du tout récréatif, c'est purement marchand. C'est du business, d'une certaine façon. Encore une fois, l'encadrement, vous avez évoqué la question de l'encadrement. Pour moi, on n'encadre rien. Il faut responsabiliser les gens, comme on fait ce matin à Sud Radio, en disant peut-être que l'option chercher son hérité, c'est une chose intéressante, mais aussi quels sont les dangers auxquels on doit être exposé. Il y a des dangers quand même. Mais les dangers, je les évoque. Je donne des conseils d'ailleurs justement sur comment protéger dans mon ouvrage, sur le site de l'association. Moi, je suis très dubitative sur la protection de données qu'on envoie aux États-Unis. Mais c'est justement pour cela que je demande à ce que ce soit légalisé en France. Et on fera un débat. Il y a encore beaucoup de choses à dire. L'ADN, un outil généalogique, c'est votre livre paru chez Archives et Culture. Merci à tous les deux, c'était passionnant.